Donc je vais être assez succinct. Donc le statut oxydatif séminaire, la frag de l'ADN et donc les infertilités masculines. En fait, la frag de l'ADN, les dommages de l'ADN, il y a la fragmentation et il y a la dénaturation. La dénaturation, c'est-à-dire la décondensation. Tout cela, ça se traite. Il y a donc des médications. Mon ami professeur Mansef va certainement m'aider parce qu'il est spécialiste de la question. Mais juste dans le souci dans la continuité, je vais essayer de faire vite. Donc, elle fait partie des tests complémentaires, les tests de stress-oxydant et la fragmentation. Elle figure donc dans la 6e édition de l'OMS comme test complémentaire d'examen du sperme. Et là, donc, elle figure parmi d'autres, avec, bien comme j'ai dit tout ce matin, avec la fiche, l'analyse de leucospermie, la chromosome réaction, la survie, etc. La DNA, les stress-oxydants et la sperme-chromatine dénaturation fait partie donc comme Advanced State Test de la 6e édition. C'est quoi un test oxydant? En fait, le stress oxydatif, c'est le résultat d'un déséquilibre entre la formation d'espèces réactives et l'incapacité des antioxydants disponibles à neutraliser ces stress. En général, une molécule, par exemple d'eau, par exemple ici d'oxygène, qui perd un électron, devient instable et commence à attaquer tout ce qui touche autour d'elle. Donc c'est ça d'où vient l'agressivité des radicaux oxygénés. Donc l'intérêt, c'est de trouver des antioxydants qui vont capter ce radical et éviter qu'il n'agisse sur un certain nombre de composants membranaires, composants cellulaires, qui vont détériorer leur fonction. Ces dérivés peuvent être dérivés oxygénés, nitrosés, sulfurés, halogènes. Ils peuvent être chargés radicaux, des ions neutres. Donc il y a toute une panoplie dans la littérature, donc aussi dans la vie des radicaux actifs. Bien entendu, il y a des mécanismes de réparation cellulaire, comme la superoxyde dismutase, la catalase, toutes ces enzymes naturelles de réparation, parfois quand ils sont dépassés au niveau du site cellulaire de production de ces radicaux, les dégâts commencent. Donc le stress oxydant, il a plusieurs origines, il peut être endogène, comme il peut être exogène. Les endogènes, c'est surtout tout ce qu'on a vu, les leucocytes, les varicocèles, la varicocèle, les spermatozoïdes immatures, donc ces restes cytoplasmiques qui ont été répertoriés, comme ils peuvent être tout à fait exogènes, la cigarette, l'alcool, le tabac, etc. Donc les radiations, l'exposition, le style de vie incorrect, tout cela est à l'origine donc de ce stress oxydant qui va générer cette pathologie des organes productifs de la spermatogénèse, donc une infertilité. Pourquoi le spermatozoïde est sensible? Parce qu'il n'a pas de cytoplasme, il n'a pas de transcription, et surtout ses lipides sont polyinsaturés, membranaires, sont très sensibles. Il a un métabolisme mitochondrial très élevé à cause de cette mobilité, ou grâce à cette mobilité. Donc tout ça, c'est des détails qui expliquent un petit peu pourquoi il est sensible, un peu assez aux dommages radicalaires. Et bien entendu, il agit essentiellement sur la membrane, il intervient aussi il interfère dans les signaux dans les voies de signalisation. Il attaque l'ADN également, donc avec des risques de mutagénèse. Donc tous ces problèmes dans ces radicaux libres sont multiples. Il y a beaucoup d'études qui ont validé tout ça. Donc forcément, ça doit être un souci dans la fertilité masculine. Bien entendu, les causes peuvent être donc le stress oxydant, l'apoptose naturelle ou l'anomalie de compaction pendant la spermiogénèse, qui peuvent agir de façon indépendante ou faire une action synergique et donc aggrave les dégâts de cet ADN. Donc dans ces mécanismes, les évaluations. Le stress oxydant peut être évalué donc par des techniques de luminescence. C'est une molécule qui s'appelle le luminol qui capte ces radicales et commence à émettre des fluorescences qui seront mesurées par des softwares et qui donnent des résultats. Donc il y a moyen dans les milieux biologiques d'évaluer un peu ce stress oxydant. Après, d'autres auteurs ont créé des machines qui permettent de calculer l'équilibre oxydant-antioxydant qui a fait la preuve de grandes publications. C'était donc Agarwal en 2019 avec son étude internationale. Et bien sûr, d'autres études, notamment dirigées par le professeur Mounser Khalifa, elle a un peu réduit l'impact
de ce MOSI, donc ce qu'on appelle ce oxydoréduction potentielle sur la prédiction de l'infertilité masculine. Donc c'est encore en débat l'évaluation de cet ORP. C'est une petite machine qu'on avait nous ici. Bon, maintenant malheureusement elle coûte très cher. Le test, on n'a pas pu la maintenir. Néanmoins, peut-être qu'elle réapparaîtra avec les études. Hein. Donc c'est tout ça, on est dans le stress oxydant du liquide séminal. Il a fait ses preuves. L'auteur a établi un cut-off à 1,34 millivolts par 10 millions de spermes, etc. Il y a beaucoup d'études qui ont essayé. Il a validé cette méthode, c'est vrai. Il a essayé donc de lui trouver des avantages. Elle mesure donc tous les oxydants connus et inconnus. Moins de temps, moins d'expertise. Il n'y a pas besoin d'être un expert. C'est très facile. C'est une cassette qu'on met dans une machine et on lit automatiquement. Elle peut être mesurée dans le sperme, dans le liquide séminal, y compris les spécimens congelés. Et donc, elle permet aussi suivre les traitements. Par exemple, quand il y a un changement de style de vie, on fait une étude du stress oxydant du liquide séminal avant et après les corrections. Par exemple, avant chimiothérapie, après chimiothérapie. Avant varicélectomie, après varicélectomie. C'est-à-dire qu'elle peut te permettre de suivre 6 à 8 semaines après un traitement étiologique qui est à l'origine du radical. Et on évalue par justement ces évaluations par ce ORP. Bon, il a ses limites, c'est vrai, parce qu'il y a beaucoup de discordances. Parfois, il reste élevé malgré la correction de style de vie, malgré l'élimination des traitements étiologiques. Mais tout ça, à la fin, je donnerai la parole au professeur Mansif parce qu'il a fait des études justement pour leur donner une valeur à cette étude. Alors, méthode indirecte d'évaluation du stress oxydant, mais pas du stress oxydant maintenant, c'est de la frag. Au début, bien sûr, avant que l'ADN se fragmente, d'abord, elle est oxydée. Il y a des études qui ont montré qu'il y avait un manque. Le premier acide aminé qui est oxydé, c'était la guanine. Et il y avait des études qui ont montré que l'apparition de 8 hydroxyl désoxyguanine était justement un indicateur indirect du début de fragmentation. C'est vrai que c'est un test très, disons, j'allais dire, attirant, mais malheureusement, c'est très difficile à mettre en place dans la routine. C'est un test qui demande de la fluorescence, donc impossible d'en parler dans nos laboratoires. Pardon. Alors, dans ce cas, je vais voir rapidement voilà. Les exigences minimum pour faire un test de fragmentation. Les exigences minimales, c'est que c'est un sperme, il faut un minimum d'1 million. Et il faut une mobilité quand même. Parce que pourquoi ? Quand la mobilité est basse, il peut y avoir une nécrospermie. La nécrospermie, par définition, il y a une fragmentation. Il y a une apoptose qui s'installe. Donc, il faut faire attention. Il ne faut pas qu'il se soit dans une mobilité très faible. Parce qu'on donnera un mauvais résultat de toutes les façons. Et il faut une mobilité parce qu'il faut une numération minimale d'1 million pour pouvoir justement faire une évaluation sur au moins 300 spermatozoïdes sur la lame, sur un culot. Et les non éligibles, bien entendu, au test, c'est les anéjaculations, les azospermies, les cryptos, les sévères oligos, les sévères asténos, comme j'ai dit tout à l'heure, donc on ne sait pas, et la nécrosospermie confirmée. Alors, évaluer la qualité de la spermatine chez les hommes fertiles sous-groupe. Pardon, une seconde. Alors, les mécanismes de fragmentation, ça peut être une attaque d'un simple brin d'ADN, ça peut être une attaque du double brin, ça peut être une détection, une délétion, une modification d'une base, ça peut être également un crosslink, c'est des liaisons sur la même brin, des liaisons, donc des pontages interbrins et pontage d'ADN et d'autres protéines. Donc il y a plusieurs origines possibles de ce dégât de l'ADN. Maintenant, la morphologie, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était déjà cité ce test, c'est que la fragmentation de l'ADN, le stress oxydant était impliqué en grande partie dans les problèmes de morphologie du sperme et que ce travail d'Oringer en 2021 montrait justement que l'un des facteurs principaux qui explique un peu cette détérioration de la morphologie. C'est une revue sur 100 articles. C'était en grande partie, comme j'ai dit ce matin, sur les stress oxydants. Il faudra absolument traiter l'étiologie avant de traiter médicalement. Traiter l'étiologie, enlever la cigarette, enlever l'alcool, corriger l'alimentation, etc., avant d'aider avec un antioxydant du commerce.
Donc c'est ça ce que j'ai dit ce matin, donc sur le stress oxydant. Maintenant, les évaluations chez nous au laboratoire, il y a des techniques de référence. C'est la technique. Pas de référence. Cette technique, c'est la chromatine sperme dispersion. C'est la technique, disons, qu'on va pouvoir trouver sur le commerce, que tout le monde peut acheter. Mais malheureusement, cette technique, elle n'est pas subjective. Elle n'est pas objective, elle est subjective. Et il peut y avoir des écarts. Parce que, regardez, le sperme qui a un halo très grand, c'est le sperme ADN normal. Celui qui a un normal là-bas, il est fragmenté. L'ADN n'arrive pas à se disperser. Donc, parfois, il y a des situations intermédiaires où le technicien peut les classer dans le sperme fragmenté ou pas. Donc il n'y a pas de reproductibilité dans ce test. C'est le sperme chromatine dispersion. Il est commercialisé, surtout par les Espagnols, un peu en routine. Malheureusement, c'est pour pallier un peu au manque d'équipement de certains laboratoires. Mais la technique de référence demeure quand même le tunnel. C'est quoi le tunnel? Donc c'est un oligonucléotide fluorescent qui s'intercale dans les cassures. Et quand il s'intercale, bien entendu, après plusieurs manipulations, on voit les têtes spermatiques fluorescents. Et là, on ne peut pas se tromper. On fait un comptage sur un fond bleu. Impossible de se tromper. Même si vous donnez la lame à plusieurs opérateurs, ils vous donneront le même taux de spermatozoïdes fragmentés. Donc c'est pour cela que le choix de la technique est important. Il faut avoir un microscope à fluorescence. Les kits existent maintenant, sont donc commercialisés par Sigma. Et donc, forcément, il y a les mises au point qui peut être faites par le professeur Ben Khalifa ou faites le test chez nous. Il n'y a aucun test, aucun problème. Comment je fais pour beaucoup de labos parce que c'est une technique de référence. Nous avons l'expertise, l'expérience, on en fait pas mal. Donc, et maintenant, c'est rentré dans la routine. Dans la routine, donc, dans le diagnostic des infertilités inexpliquées surtout, devant un spermogramme relativement normal. Donc c'est un test complémentaire très utile. Et pratiquement un patient sur 3 est soumis à un traitement après ce test parce qu'il y a des valeurs un peu élevées de la fragmentation. Et d'ailleurs, comme j'ai dit ce matin, dans les recommandations de l'Association française d'urologie, de la Société d'andrologie de langue française et dans l'American Society donc, of Reproductive Medicine, l'Association d'urologie américaine également, toutes ces sociétés savantes relate la DFI, la fragmentation de l'ADN, comme examen complémentaire indispensable pour expliquer certaines infertilités inexpliquées. Donc même l'association d'urologie européenne aussi en 2021 par Sux Niminas relatait ça. Et comme je vous ai dit ce matin, qu'il y avait une forte évidence dans cette fragmentation dans 3 situations: l'infertilité inexpliquée, les échecs d'AMP et les fausses couches à répétition. Retenez ces 3. Donc vous avez donc des échecs d'AMP et des fausses couches à répétition et des jeunes couples qui n'arrivent pas à concevoir dans le cadre d'une infertilité inexpliquée la cassure de l'ADN, c'est-à-dire la fragmentation de l'ADN est très souvent impliquée. Donc retenez ce genre d'indication. Ça, c'est les sociétés savantes qui parlent, c'est pas moi. Et bien entendu, c'est le quota. Il y a des kits qui parlent de 25%, de 30%, mais en général, on est assez large. On donne l'autorisation jusqu'à 30% pour ne pas alarmer et dire mettre des taux bas. Et parce que si vous donnez 25 ou 20%, à partir de 25 ou 27, les malades vont commencer à s'inquiéter, traiter. Moi, on s'est placé à 30% dans les normes pour éventuellement ne traiter que les cas réellement sévères de 35-40% de spermatozoïdes avec ADN fragmenté. Alors, bien entendu, l'abstinence ici joue un rôle capital. De toute façon, il y a beaucoup d'études qui l'ont confirmé. En AMP, si vous voulez absolument avoir des spermatozoïdes très peu fragmentés, réduisez l'abstinence. Il y a un auteur qui a été encore plus loin, dans Zhong Li, par exemple, en 2020, il a proposé pendant une semaine avant de faire 7 jours avant la FIV et la veille et le jour même faire des rapports, évacuer, faire ce qu'on appelle de la clearance spermatique. Évacuer. Mais bon, c'est vraiment assez, apparemment, c'est vrai que ces résultats sont éloquents. Il y a bien meilleurs résultats en matière de fragmentation. Il y a pratiquement plus de fragmentation quand on fait plusieurs éjaculations dans la semaine. Dans les dernières éjaculations, il y a un taux très bas.
Mais maintenant, quel est le couple ou le mari qui va obéir à un programme aussi drastique d'éjaculation quotidienne une semaine avant la FIV présumée? Donc ça, c'est un autre dossier. Mais lui, bon, au moins, il a eu le courage de nous faire part de cette étude. Là aussi, donc, dans les inséminations intra-utérines, sur une cohorte très élevée, près de 2800 patients, plus de 800 couples, cet auteur donc, a démontré, c'est une étude chinoise, Chen, a montré quand même qu'il y a une fragmentation, la fragmentation de l'ADN était liée franchement au taux d'insémination, au taux de grossesse par insémination et au taux d'accouchement avec augmentation de taux de fausse couche également. Un autre auteur, Sethi, elle a essayé de comparer par embryoscopie le comportement des embryons dans les cas de sperme très perturbés. Justement, il a remarqué qu'il y avait une lenteur. Si on voit un peu les détails de ce tableau, on va voir les spermes qui présentent plus de 40% de fragmentation avaient des blastocystes, surtout à jour 6. Donc il y avait un retard dans la croissance embryonnaire. Au lieu d'être à jour 5 en phase normalement, ils avaient donc un retard et des petits embryons, enfin des jeunes blastocystes le jour 5 souvent. Donc il y a un retard lié à la présence d'une fragmentation. Retenez également que l'ovocyte a la capacité de repérer la fragmentation jusqu'à un certain niveau, bien entendu, dans le cadre de la micro-injection. Ça, c'est l'étude de Sethi 2021. Bien entendu, ça, c'est la jeunesse de l'ovocyte. Ça, c'est bien sûr sur un certain niveau, bien entendu. Pardon. Ici, la méta-analyse Ribas, donc clinique DNA damage, exactement dans les FIV-ICSI également. Dans les FIV-ICSI, les résultats sont éloquents. Quand on traite un sperme avec une DNA fragmentée, il n'a rien à voir en termes de résultats. C'est pour cela qu'un certain nombre il fait partie, si on veut, des examens obligatoires en pré-FIV. Et il faut traiter avant de s'engager dans un programme très lourd, parce que le traitement ne coûte pas cher, le test ne coûte pas cher par rapport à la FIV elle-même ou à l'ICSI qui coûte très très cher. Donc forcément, il faut faire ce qu'il y a à faire. Alors là, ici, quand par exemple vous avez des spermes qui ont des fragmentations très élevées et que vous donnez un traitement et que ça reste élevé, cette analyse multicentrique 17 000 ICSI a montré qu'il vaut mieux passer par le testicule. Apparemment, les résultats sont bien meilleurs. C'est pour cela d'ailleurs, il fait partie des indications d'ICSI hors azospermie. C'est ce qu'on appelle les fragmentations d'ADN rebelles au traitement, qui ne cèdent pas au traitement. Et ça, ça devient assez commun. Nous, on le fait quand une fragmentation reste élevée après traitement. On passe en biopsie testiculaire. Là, comme vous voyez ici, il y a une très grande différence entre le testicule et le sperme éjaculé. Donc, en matière de... Quand au niveau du sperme éjaculé, vous êtes à 40%, alors sur la même personne, vous êtes au niveau testiculaire à 10%. C'est pour cela que dans ce genre de cas, surtout que l'AMP au Maroc n'est pas remboursée encore, donc forcément, il vaut mieux ajouter quelques frais de biopsie et s'éloigner des risques de donner des embryons de mauvaise qualité. Ça, c'est toujours ici il parle aussi, cet auteur, uniquement de 3 heures d'abstinence pour réduire encore plus donc, cette fragmentation dans le cadre donc, de l'AMP. Donc toutes ces études, les études s'orientent vers une réduction de l'abstinence, amélioration des résultats, que ce soit en naturel, en FIV, en insémination, tout cela. Mais la FRAR est impliquée. Toutes les sociétés savantes le reconnaissent. C'est un test complémentaire, certes, mais c'est un test très utile. Il imposera peut-être un traitement après, mais il ne faut pas le négliger. Il faut le faire correctement. Il ne faut pas utiliser la technique des Espagnols, la SCD. Là. Elle peut exister sur le marché marocain. Je pense qu'il y a quelques labos qui commencent à l'utiliser. Faites attention, il y a des variations interopérateurs. C'est très intéressant et vous pouvez faire perdre des chances réelles aux patients en faisant des erreurs à ce niveau-là. Ici, un petit résumé global donc, de la fin, c'est rapide. Quelles sont les indications rapidement donc, de cette fragmentation? C'est la présence d'une varicocèle, d'une stérilité inexpliquée. Je regarde cette liste. Dans les échecs répétés d'implantation, les échecs répétés d'implantation, les échecs d'insémination, les échecs de FIV-ICSI,
Les fertilités, donc dans le reste des risques facteurs, donc il faudrait quand même le conseiller. Et faites attention avant de friser, parce que parfois, quand on traite un sperme, quand on traite un patient, il réduit sa fragmentation d'ADN. Vous pouvez sauver la situation en congelant ce sperme. Mais si la congélation est mal faite, vous réaugmentez de nouveau la fragmentation. Il faudrait que la courbe de congélation doit être bien faite, les courbes bien, donc les machines bien calibrées. Et bien sûr, travailler sur le testicule dans les cas de sperme à fragmentation très élevée, rebelle au traitement. Donc là, je ne vais pas très tarder. Bon, même les antioxydants, je ne vais pas trop en parler. Il faut savoir à peu près toutes les formulations tournent autour d'un certain nombre de molécules. Vitamine C, vitamine E, zinc, sélénium, vitamine A, lycopène, carnitine, acétyl L-carnitine, N-acétylcystéine, glutathion, vitamine D, acide folique, coenzyme Q10. Toutes les formulations sont plus ou moins pareilles, à peu de choses près. Il y en a qui contiennent un peu plus de coenzyme Q10, il y en a qui contiennent un peu plus de vitamine C, il y en a qui ne contiennent pas de vitamine E, il faut l'ajouter. Et regardez le besoin, par exemple. Si on devait réparer tous les dégâts du stress oxydatif causé donc sur un spermatozoïde, chaque partie, il faut une molécule. Chaque partie, il faut une molécule spéciale. Lycopène agit sur la chromosome, L-arginine agit sur le noyau, etc. Donc vous voyez un peu la complexité et des dégâts occasionnés par le stress oxydant. Et donc le choix d'une bonne formulation après pour le traitement antioxydant. C'est un peu ce qui se passe au Maroc. Donc c'est la liste des médicaments, Procrelia, Proxide, Fertimax. Pardon, je vous laisse voir un peu. Ça, c'est ce qui se passe. Il y a juste Fertilix qui n'existe pas. Les 3 premiers et ces 3 derniers, Condensil, SP Power, Fertibiol. Et un dernier qui vient d'entrer, c'est le H-Boost Home Boost. C'est un nouveau. Mais quand on voit la différence, c'est au niveau de la concentration des micronutriments. Faites attention aux traitements antioxydants prolongés parce qu'ils peuvent vous faire tomber dans le stress réducteur. Donc faites attention, au bout de 3 mois, il faut mieux arrêter. Valider, si ça c'est pas réglé, pensez aux testicules éventuellement, mais pas indéfiniment donner le stress antioxydant. Je conclus. Le stress oxydant donc, du liquide séminal est responsable d'une fragmentation de l'ADN, bien entendu. Un paramètre spermatique normaux n'exclut pas une fragmentation de l'ADN. On ne dit pas un sperme est normal, monsieur, vous n'avez rien. Non, vos spermes apparemment normal. On vous donne 1 année pour voir s'il n'y a rien. On explore, ou on peut éventuellement, si on a déjà 1 année derrière nous de tentatives de grossesse, on fait d'emblée ADN plus fragmentation de l'ADN, un spermogramme plus fragmentation de l'ADN. Donc, comme ça a été démontré dans les sociétés savantes, il est impliqué la fragmentation dans les infertilités inexpliquées, les fausses couches à répétition et dans les échecs de tentatives d'AMP. Et le traitement antioxydant ne doit pas dépasser maximum 6 mois. J'ai parlé de 3 mois, on peut aller jusqu'à 6 mois dans certaines situations. Je vous remercie.